Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis ravi de pouvoir partager mon expérience sur ces sujets d'innovation et de transformation et de culture parce que je suis vraiment très intéressé, très passionné par ces sujets de culture. J'ai pu venir au réseau Udino et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mon projet au tout début. C'était il y a 2 ans, 2, 3 ans au réseau Udino. Et donc, ce soir, je suis vraiment très content de venir quelque part, vous redonner ce que j'ai pu apprendre et ce que j'en ai fait au travers de cette intervention. Alors, l'innovation et la transformation, c'est vraiment des sujets qui intéressent beaucoup. On en parle beaucoup aujourd'hui, pourtant ça a toujours existé, ça fait partie, je dirais, de l'histoire humaine. Hein. C'est une histoire de vie et de mort, c'est-à-dire d'extinction de technologies, extinction de façons de faire pour que de nouvelles façons de faire, de nouvelles technologies naissent. Et c'est ce mouvement qui constitue la transformation et l'innovation, et c'est ce qui en fait quelque chose de très important dans nos sociétés. Donc, l'innovation et la transformation, deux sujets vraiment de mouvement et qui fait que nos sociétés vivent et survivent. Euh, et au-delà de ça, l'innovation et la transformation, c'est vraiment la projection de nos idéaux, de nos désirs, de nos peurs aussi sur le monde réel. Et en cela, eh bien, les sujets de culture sont très importants parce que c'est bien ce qui occupe notre esprit, ce qui occupe nos idées, qui vont se traduire dans l'innovation. Et on voit bien qu'au fond, les technologies et les sciences sont des moyens euh, et que ce ne sont pas des finalités, ce sont des moyens qui permettent de traduire ces idéaux, ces désirs, ces peurs dans quelque chose de concret qui se traduit dans le monde réel. Donc, au-delà des aspects d'organisation, de technologie, c'est bien le travail collectif, le travail du groupe de traduction de ces idéaux. Donc, c'est de ça dont je vais parler. Et je dirais que comment dire, la situation actuelle est riche pour ça, parce que, pour deux raisons. C'est que d'une part, on est maintenant dans une situation très incertaine et que cette incertitude crée un vide dans lequel on peut projeter tout ce matériel inconscient ou imaginaire que sont les idéaux, les désirs. Donc, ça, on voit, et c'est ce que je vais développer dans la demi-heure qui vient, en quoi, dans les réactions que l'on peut voir au quotidien dans la presse, eh bien, il y a beaucoup de choses qui traduisent notre culture, qui traduisent nos croyances. Deuxième aspect, c'est aussi cette incertitude créée, ce vide créé par l'incertitude, créer beaucoup de place pour l'innovation et la transformation. Et ça, c'est plutôt des clés que je vais essayer de vous transmettre sur comment on peut passer cette phase d'incertitude et créer le monde de demain. Alors, peut-être pour aller plus avant, pour introduire un peu, pour rebondir sur l'introduction que Bruno a faite, quelques mots sur les projets que j'ai conduits au ministère et qui me serviront d'illustration pour mon propos. Alors, au ministère, enfin avant le ministère, j'ai passé 15 ans chez Naval Group aussi et chez Thales sur aussi des projets d'innovation et de transformation. Donc là, c'était vraiment des projets structurels. Au ministère des Armées, je vous présente ici une dizaine de projets qui ont été les prémices de la démarche d'innovation du ministère. Donc, c'est des sujets assez variés. C'est des sujets de drones pour les forces spéciales, c'est des sujets d'intelligence artificielle pour la planification de la maintenance aéronautique ou pour de l'aide à la décision pour le commandement interarmé. C'est du traitement d'images satellites, c'est aussi des sujets de design pour l'équipement du fantassin, de l'impression 3D, ou de l'aide pour la planification dans les trajectoires pour la marine. Alors, tous ces sujets, ils ont en commun deux choses. C'est que d'une part, il y a une demande de plus en plus forte des forces armées d'accélérer l'accès à l'innovation, de pouvoir profiter et de pouvoir réagir plus rapidement à des évolutions de leur environnement. Et ça, c'est un élément très important qui correspond à un changement de contexte notable. Le deuxième, c'est de l'ouverture. L'ouverture étant aller chercher des technologies en dehors de l'écosystème que l'on a l'habitude de côtoyer, avec lequel on a l'habitude de travailler. Donc cette ouverture et cette accélération sont les deux éléments importants qui ont été à l'origine de ces projets, et ces projets étant à l'origine de la démarche d'innovation qu'il y a aujourd'hui au ministère des Armées avec la création de l'Agence de l'innovation. Alors, élément notable sur ces projets, c'est que pour que ces projets voient le jour, il a fallu travailler assez fortement sur la manière de penser des équipes,
et des parties prenantes au sein du ministère et à l'extérieur. Et c'est de ça dont je vais parler. Je vais illustrer au travers de ces projets, au travers de notre actualité, les blocages que l'on a collectivement pour faire ce type de projet, pour arriver à créer des projets nouveaux, arriver à créer des transformations. Alors, ces principaux blocages, je ne vais pas les détailler maintenant, mais je vais vous en donner au moins quelques idées. Le premier étant l'idée qu'on se fait des problèmes que l'on a à traiter. Ça, c'est le premier blocage. Souvent, on se fait une fausse idée du problème que l'on a à traiter, et c'est le premier point que j'aborderai. Le deuxième, c'est sur le mode de collaboration. Ça, je le détaillerai aussi après. Et enfin, les fantasmes, alors j'appelle ça les fantasmes et les peurs que l'on a par rapport à ce problème et à cette situation. Et cela aussi, je vais le développer un petit peu par rapport à l'actualité. Tout ça, je l'ai fait avec des différentes unités au sein du ministère. J'ai accompagné les patrons de ces unités. Et vraiment, ma plus-value dans ces projets-là était de les aider à changer, de changer leur point de vue, leur changer l'angle d'approche et les aider à collaborer autrement, à créer d'autres collaborations, que ce soit en interne ou que ce soit avec des acteurs extérieurs. Alors, comment j'ai fait ça? Alors, je vais montrer quelque chose d'assez classique, mais en fait, il y a quelque chose de caché derrière cette slide. Donc, quelque chose de classique, c'est on part d'un irritant, d'un enjeu, et puis on passe dans une phase de design, on va travailler cet irritant, cet enjeu, ensuite on va s'ouvrir, expérimenter et déployer. Ça, c'est assez classique, on voit plein de choses écrites sur le sujet aujourd'hui, toutes les méthodes de design thinking, de méthodes agiles évoquent ces méthodes-là. Le point important, c'est que pour que ça marche, il y a tout un travail à faire et c'est dans la première phase, la phase de design, où c'est là où on va travailler la façon de penser des équipes, où il va falloir travailler, ouvrir les esprits, donc travailler, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur leur perception, comment ils perçoivent leur environnement, comment ils perçoivent leurs problèmes, et quelque part, on est conditionné par notre culture et notre perception est conditionnée par notre culture. Je vais l'illustrer ensuite. Ensuite, Jérôme, oui, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Est-ce que oui, tu es en train de censé présenter une slide là ou pas? oui. Parce qu'on Pourquoi? n'a rien à l'écran. Ah mince! Ah, depuis tout à l'heure, vous n'avez rien à l'écran? Non. Ah mince! Alors attends. Ah, Normalement, en participation, tu as mis en co-host, donc normalement ça fonctionne. Tout c'est en vrai, bas, tout en bas, il y a j'ai oublié partage ça. d'écran. Ah là là. Alors, pouf, pouf, pouf. Attends, je suis Tout en bas, il y dans... a une icône verte, Ouais. partage d'écran. Ah voilà. Alors, hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, c'est... Hop, partage d'écran. Je vais y arriver. Voilà. Ah, ah oui, alors, C'est bon. c'est bon. Ah, ça y est, voilà. Euh, hop, Je pense qu'on va raccrocher, il n'y a pas de problème. voilà. Attends. Donc, si, juste là, oui, alors du coup, je reviens quand même un petit peu en arrière là, pour présenter là où j'en étais sur les 10 projets. Vous voyez bien ma slide là? Oui, oui. Oui. Voilà. Euh, donc, oui, je suis désolé. Donc, c'est une présentation des 10 projets que j'évoquais au ministère qui sont à l'initiative après de l'Agence de l'innovation. Donc, les projets donc intelligence artificielle, images satellites, aide au commandement et maintenant c'est aéronautique. Enfin, donc différents sujets qui sont déployés aujourd'hui pour la plupart. Et donc, comment j'ai fait ça? Donc là, 4 phases qui sont assez classiques. On part d'un irritant, une phase de design, ouverture, expérimentation, déploiement. Donc, quelque chose d'assez classique. Néanmoins, donc la première phase, la phase de design ici, est extrêmement importante parce que c'est là où on va changer l'état d'esprit des gens, on va changer la façon de voir les choses. Donc, il va falloir travailler sur la façon de percevoir l'environnement, percevoir le problème que l'on a à traiter, la manière de se coordonner et aussi certains idéaux, certains dogmes qui peuvent être des points bloquants. Donc, cette phase-là est extrêmement importante et c'est essentiellement là où je suis intervenu pour accompagner des patrons d'unité au ministère ou des équipes pour préparer la suite. Quelque part, et c'est là où je pense qu'il y a un lien avec la situation actuelle, c'est que
ce passage-là, c'est le passage cette phase de design, c'est le passage d'un monde certain à un monde incertain. C'est-à-dire que avant de démarrer, on a un enjeu et on est dans un monde, voilà, il y a des process, il y a une organisation, on connaît les acteurs. Et quelque part, quand on va aller s'ouvrir, eh bien, il y a besoin d'abandonner un peu tout ça. Et donc, on rentre dans un environnement un peu incertain. Quelque part, là, on le fait quand on fait un projet d'innovation, de transformation, on le fait de façon assez sécurisée. Ça se fait dans un cadre. Quelque part, aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus incertain. Hein. On est jeté aujourd'hui dans cette incertitude. Alors, cette incertitude, elle se traduit par plusieurs éléments. Enfin, je ne vais pas détailler en quoi le monde aujourd'hui est incertain, mais on voit bien que nos modèles ne fonctionnent plus par rapport à ce qui est en train de se passer. Ça se voit parce que quand on regarde nos indicateurs, ils sortent de la fenêtre. Et donc, il faut bien changer de lunettes pour arriver à comprendre ce qui se passe et arriver à y faire face. Donc, en cela, et ça rejoint d'ailleurs les propos du général Lajoux, la crise actuelle est assez révélatrice de notre culture, assez révélatrice de ce qui nous préoccupe, enfin de nos façons de penser. Et en même temps, c'est une énorme opportunité pour arriver à changer des choses que l'on savait déjà qu'il fallait changer avant. Alors, à cela, il faut ajouter qu'il y a un désir de transformation, énormément. Enfin, tout le monde parle du monde d'après, sans trop savoir à quoi il va ressembler d'ailleurs, et on ne va pas le savoir parce qu'il est inventé. Donc, c'est aussi bien sur l'aspect économique, social, politique ou géopolitique, il y a besoin d'inventer un nouveau modèle, un nouveau monde, et ça va prendre certainement du temps. Quelque part, on a besoin de se rassurer en imaginant ce monde d'après. Néanmoins, on ne sait pas très bien à quoi il va ressembler, et c'est ça qui est très incertain et anxiogène en même temps. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est montrer en quoi, là on est quelque part au début de la transformation, et montrer les blocages que j'évoquais tout à l'heure, les montrer au travers de ce que l'on voit dans la presse. Donc c'est vraiment quelque part une observation, et je ferai le parallèle avec les projets que j'ai pu mener au ministère et avant chez Naval Group. Observer qu'est-ce qui nous bloque et comment on peut y remédier, comment on peut faire avec, très modestement, dans notre environnement immédiat, dans nos entreprises, dans nos équipes. Alors, comme je l'ai évoqué, le premier blocage, c'est un blocage que j'appelle la simplification, une simplification collective, c'est-à-dire que on est dans un système, les gens ont leurs habitudes, on a dans ce système-là une place, on est rassuré, on est assuré parce qu'on a une place, on subit à nos besoins et cet environnement est assez sécurisant. Ce que je veux montrer avec cet exemple, là, je montre quelques revues de presse du début de la crise, au mois de février, c'est que d'un côté, on nous dit que ce n'est pas grand-chose, cette crise, et à côté de ça, on a des signaux qui nous montre qu'en Chine, on fabrique un hôpital gigantesque pour accueillir des milliers de malades. Et de l'autre côté, en France, on dit non, ce n'est pas grand-chose. Et tout le long de la crise, on a pu constater cette espèce de décalage où on a des signaux quand même assez forts. Et de l'autre côté, non, ce n'est pas très grave. Alors, on l'a vu au tout début, mais on l'a vu aussi après avec l'immunité. Donc, il y a eu un moment, on a espéré l'immunité de groupe ou l'immunité avec un vaccin qu'on pourrait avoir rapidement. Et puis en même temps, on voyait l'OMS qui disait non, mais l'immunité, il ne faut pas y croire parce qu'il y a plein de raisons à avoir des doutes sur l'immunité. Et on a vu comme ça pas mal de signaux. Et en fait, quand on est dans notre environnement assez sécurisé, on n'a pas envie qu'il bouge. Et donc, on a une forme de déni collectif. Et là, vraiment, alors, je mets les garde-fous. Je ne pointe pas d'individus. C'est vraiment un phénomène collectif où on dénie quelque part une certaine réalité. On n'arrive pas à la voir, en fait. On n'arrive pas à la voir et à l'observer. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on voit un peu partout dans des projets de transformation. C'est une simplification où on dit, au fond, le problème, il n'existe pas. Le problème n'existe pas. D'ailleurs, on avait un système, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison de changer, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Et on peut rester tel que l'on est. Alors ça, je l'ai vu dans les projets que j'ai pu mener.
dans les projets que j'ai pu mener. Quand on faisait les premiers projets d'innovation que j'ai menés au ministère, c'était mais il n'y a pas besoin de se casser la tête. Mine de rien, et c'est vrai, le ministère investit énormément d'argent dans de la R&D depuis longtemps, donc on fait de l'innovation, il n'y a pas de problème. Néanmoins, ce qu'on n'arrivait pas à voir, c'est que les militaires demandaient des choses de façon beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, et puis aussi d'autres technologies. Alors, on avait l'habitude d'investir dans de la R&D pour faire de la très haute technologie, mais il y avait des besoins beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus rapides surtout. Et ça, c'est quelque chose qui a été dur à faire comprendre, cet aspect temporel et cet aspect, comment dire, ouverture sur l'extérieur. Ça a été dur parce que les gens se sont sentis remis en cause, vraiment. Et le système dans son ensemble se sent remis en cause. Et pour ça, il y a vraiment à travailler cet esprit collectif pour arriver à faire accepter ces projets nouveaux ou ce nouveau problème, je dirais. Donc ça, c'est un élément notable. Alors, ma recommandation par rapport à ça, parce que là, mine de rien, par rapport à la crise, alors là, je montre des revues de presse qui touchent tout le monde, mais on va être touché dans nos entreprises à des niveaux beaucoup plus locaux et dans lesquels on va devoir aussi faire face à cette incertitude. Pour arriver à traiter cette problématique, il y a besoin, faut bien comprendre que ce problème, il est collectif. Et pour s'ouvrir à ce nouveau problème, il y a besoin que collectivement, on sorte de la boîte. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va, comment dire, sortir et essayer plein de choses nouvelles. Ça veut dire qu'il faut que le système ait une certaine perméabilité pour regarder autrement, sortir la boîte. Et c'est important parce que c'est autorisé quelque part que quelques individus amènent des idées nouvelles, aillent voir ailleurs, aillent expérimenter des choses nouvelles. Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. On a tendance souvent à dire, tiens, c'est un problème d'individus, c'est les individus qui ne veulent pas prendre de risques, etc. Non, c'est vraiment un jeu collectif. C'est-à-dire que pour qu'un individu aille prendre le risque de sortir des codes du groupe, aille essayer d'amener un problème nouveau, il y a besoin que le groupe l'y autorise. Et ça, il faut créer ces conditions pour que ça se fasse. Alors, au ministère, ça s'est fait dès l'instant où, quelque part, il y a eu un mandat qui a été posé de dire il faut aller voir ailleurs. Ça n'a pas été facile, mais n'empêche que c'est vraiment, dans la culture française, c'est un préalable. S'il n'y a pas de mandat, on ne fait rien, un mandat ou un sponsorship très important, un sponsorship à un bon niveau pour que ça se fasse. Donc, il y a vraiment, ça c'est une des conditions, mais il faut vraiment créer cette condition pour que les gens puissent voir ces problèmes. Voilà. Donc ça, c'est le premier blocage que je voulais évoquer avec vous. Donc l'aspect simplification collective, et c'est bien un phénomène collectif. Vraiment, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Le deuxième, c'est la notion de projection. Alors, et qui nous enferme aussi. Alors, bon, là, j'ai pris un exemple assez simple. Bon, le coup du virus chinois, on l'a tous vu, voilà, c'est la faute à la Chine. Puis bon, au début, de toute façon, c'est un virus qui ne concerne que les Chinois, ça se passe chez eux, ça ne se passe pas chez nous. Ça, c'est la première réaction. Et puis après, quand ça commence à nous concerner, on dit c'est quand même la faute des Chinois et on aimerait bien faire une enquête chez eux pour savoir si ça vient bien de chez eux et s'ils ne l'ont pas fait volontairement. Donc ça, c'est la deuxième aspect. Alors, je dirais ça, c'est une projection assez facile. La deuxième que je voudrais illustrer, elle est un peu plus subtile, mais on la voit assez souvent dans les entreprises. On a vu au début de fin février, où on entendait beaucoup le gouvernement rassure la population, cherche à rassurer la population. Et puis, un mois après, on dit ah mince, ils nous ont menti, ils nous ont caché des choses. Ça aussi, c'est une forme de projection. Alors, c'est plus interne à une organisation. On peut voir la même chose dans l'entreprise. Donc, il faut bien comprendre que la culture française, on est très focalisé sur le pouvoir. Donc, le pouvoir, il y a des gens qui ont le pouvoir, ils sont là pour protéger les gens, comment dire, les gens qui leur sont subordonnés. Donc, il y a une forme de pouvoir contre protection. Et donc, ça fait partie de leur mission de nous rassurer. Et parce que cela dit, si fin février, ils nous avaient dit devinez, on n'a pas de masque, je ne suis pas sûr que ça serait bien passé non plus. Donc, quelque part, ils sont pris
ils sont pris dans ce piège de toute façon, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils perdent. Dans tous les cas, ils seront accusés, ils seront pointés du doigt. Et c'est bien dans ce jeu de rôle et dans ce jeu de projection qu'ils sont pris dans la situation actuelle. Alors, donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Dans les entreprises, on a le même phénomène. Hein. Si je reprends mes projets d'innovation au ministère, je vais prendre un exemple sur les ingénieurs. Les ingénieurs, comme les scientifiques d'ailleurs, on a dans la société une représentation d'ingénieurs qui doit apporter des solutions. Et donc, lui amener un nouveau problème qu'il ne sait pas résoudre, eh ben, ça le met vraiment en difficulté, il se sent remis en cause. Et donc là, on va rentrer dans le même cycle où il va rejeter, où il va masquer un certain nombre de choses pour ne pas perdre sa place, pour ne pas perdre son identité. Donc, on voit là que cette projection, ce travail de projection, c'est souvent lié à une peur de perdre son identité et sa place, de passer pour incompétent. Et donc, on va rejeter sur l'autre, alors que ce soit en interne ou en externe, la faute. La potentielle faute, parce qu'il n'y a pas de faute en l'occurrence. Donc ça, c'est un élément important. Alors, comment traiter ça pour traiter une problématique comme celle-là, il faut redonner un nouveau sens aux choses. C'est-à-dire, si je prends le cas, d'ailleurs c'est arrivé après, j'en parlerai après, mais notre gouvernement, au fond, à un moment donné, il a délégué de son pouvoir. Et quelque part, ça l'a libéré de cette posture. Et du coup, ça amène à des solutions plus efficaces. Si je prends le cas au ministère, quand j'ai fait mes projets d'innovation, les ingénieurs, il a fallu leur donner un nouveau sens. Ils avaient l'habitude d'acheter des gros équipements, des porte-avions, des avions, des sous-marins, haute technologie, où ils étaient le garant. Leur rôle, c'était « je suis garant que ces équipements sont performants, qu'ils vont apporter la sécurité et les performances attendues pour les militaires ». Eh bien, quand on fait des projets d'innovation ouverte, on va aller chercher des startups, on va aller chercher des technos qui ne viennent pas de notre périmètre. Ça ne marche pas, parce que là, si vous mettez du contrôle sur des startups, elles vont mourir et elles ne viendront pas nous apporter leur savoir-faire. Et donc, il a fallu repositionner, c'est-à-dire les faire passer d'une posture de contrôle à une posture de conseil. Et c'est bien en redonnant ce sens nouveau que l'on arrive à faire ce changement. Et donc, redonner un sens différent à ce qu'est un ingénieur. Voilà, donc, quelque part, lui donner une nouvelle identité. Voilà. Tu étais contrôleur, tu deviens conseiller. Et ça permet de débloquer la situation. Donc ça, c'est le deuxième blocage. Et voilà, donc deuxième blocage avec changer le sens des choses, changer le sens du rôle de chacun, le sens de la situation pour arriver à débloquer, à sortir de l'enfermement des projections. Donc deux blocages. Le premier, la simplification. Le deuxième, l'enfermement dans les projections. Le troisième et le dernier, j'appelle ça le marchandage. Alors là, c'est la troisième étape. Hein. Quelque part, oui, quelque chose que je n'ai pas dit. Quand on fait dans la simplification, on est dans le déni du problème. Les problèmes n'existent pas. Quand on arrive dans le slide précédent, dans l'enfermement, dans les projections, pardon, là, on admet qu'il y a un problème et on dit que ça vient de l'autre. Donc, il y a une avancée dans le processus. Dernière étape, là, on admet qu'il y a un problème et on admet qu'on a une responsabilité dedans et qu'on doit faire quelque chose pour changer. Et donc là, en fait, il y a besoin, quelque part, de revoir ces idéaux, revoir les schémas et les objectifs que l'on vise pour arriver à faire fonctionner les choses. Alors, j'aime bien, j'ai trouvé que ce qui était intéressant à observer, c'était l'aller-retour entre le local et le global. Donc, le local et le central, je dirais. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre le gouvernement qui donne des directives et les maires qui prennent des initiatives. Donc, quand le gouvernement, quelque part, posait un certain nombre de règles, mais que ça ne suffisait pas
les maires prenaient plein d'initiatives. Du coup, le Conseil d'État, à un moment, a dit stop, vous arrêtez, vous n'avez pas le pouvoir et vous arrêtez de faire tout ce que vous faites. Et puis après, alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand après, le gouvernement dit bah, maintenant, on laisse la main aux maires sur un certain nombre de questions, à ce moment-là, les maires se retournent vers le gouvernement en disant ouais, mais dites-moi comment je dois faire. Donc, c'est assez. Cet aller-retour, donc quelque part, c'est un marchandage sur qui prend la responsabilité, qui prend le pouvoir sur cette problématique qui maintenant devient non plus, n'est plus niée, n'est plus le problème de l'autre, mais devient quelque part le problème de tout le monde. Donc là, c'est une avancée aussi dans le processus de transformation. Dans le processus de transformation. Et alors, élément notable, hein, ça montre aussi qu'à un moment donné, il faut abandonner un peu certaines utopies, parce qu'il y a une utopie de l'État voilà, qui va protéger tout le monde, centralisateur, etc. Universaliste aussi, parce que c'était à l'époque beaucoup, voilà, on applique les mêmes règles à tout le monde, mais on n'empêche que la réalité fait que l'épidémie, elle n'est pas pareille partout et qu'il y a besoin de plus de traitements locaux. Et donc, voilà, il y a besoin d'abandonner parfois certains idéaux et certaines utopies. Donc ça, c'est le troisième blocage. Et donc, vraiment, pour arriver à faire ça, il y a besoin de revenir à des choses très concrètes et très court terme. Au ministère des Armées, un des projets que j'ai fait comme ça, c'est sur le système d'information pour l'aéronautique, pour la maintenance aéronautique, pardon. Donc, c'est un énorme système d'information et un projet faramineux qui est prévu pour remplacer ce système d'information. Bien sûr, l'idéal, c'était le système parfait avec la base de données très propre, très pure, tout est pur. Mais bien sûr, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, j'ai pu initier avec les utilisateurs un tout petit projet juste sur la planification de la maintenance, dans lequel on a pu aller chercher des acteurs qui n'étaient pas du tout dans l'environnement du ministère et qui ont apporté beaucoup de satisfaction et qui ont apporté un résultat très rapide. Et ça a complètement changé la façon de penser et la manière d'aborder ce système d'information. Et aujourd'hui, les gens qui sont en charge de ce système d'information sont rentrés dans un mode beaucoup plus agile que ce qu'ils n'avaient, que l'idée qu'ils s'en faisaient il y a cela 2 ans. Donc on voit là, pour arriver à dépasser ce marchandage, il faut revenir sur du concret assez court terme. Donc, il faut avoir une vision à long terme. Il y a besoin d'une vision à long terme, mais en même temps, revenir à dire, bon, et demain, il nous faut quelque chose qui soit utilisable et pratique. Donc, voilà, les trois blocages que l'on voit sur des projets de transformation et d'innovation, c'est la simplification. Donc, ça, c'est une forme de déni. Voilà, pour là, le problème n'existe pas. De toute façon, nos façons de faire, notre système fonctionne bien, il n'y a pas besoin de le changer. Ensuite, les projections. Donc là, on commence à prendre conscience qu'il y a un problème, mais on dit que c'est de la responsabilité de l'autre, c'est certainement de sa faute d'ailleurs, et c'est à lui d'agir. Et un dernier point, on se rend compte quand même qu'on a quelque chose à faire, et là, on commence à marchander avec un peu nos utopies et nos idéaux. Alors tout cela est basé, comme je l'ai développé précédemment, sur des peurs et des anxiétés. Donc peur de perdre son identité. Donc ça, c'est vraiment des éléments forts. Hein. Donc il y a beaucoup d'émotionnel souvent dans ces projets de transformation. Une peur de perte de pouvoir aussi, peur de rejet par la collectivité ou peur même de la punition. Donc ça, c'est des éléments assez importants à prendre en compte. Cet aspect émotionnel est essentiel dans les projets de transformation et d'innovation aussi, sachant que toutes ces peurs, toutes ces réactions sont basées sur des représentations que l'on a et qui sont partagées dans un groupe, dans une entreprise ou même dans une société. Alors, pour illustrer ce point-là, sur les aspects représentation, et ça sera mon dernier point avant de passer aux questions, j'ai voulu l'illustrer. Donc, les aspects de représentation sous-jacente, c'est vraiment de la culture. Hein. Là, je rentre vraiment dans le sujet de culture qui moi, me passionne. Et pour l'illustrer, donc, par rapport à la situation actuelle, j'ai choisi de vous montrer ici une façon de mesurer la culture. Alors, c'est issu du modèle développé par un consultant docteur de IBM, Hofstede. Vous pouvez aller voir, là j'ai mis en bas le site où vous pouvez aller voir. Et donc il a développé tout un modèle et quand il travaillait chez IBM, ils avaient une problématique du travail en multiculturel.
Et donc, il a déterminé 6 dimensions pour caractériser la culture d'un pays. Et il a fait aussi la même chose pour les entreprises. Donc, il y a 6 dimensions aussi pour caractériser une culture d'entreprise. Là, je vous ai mis 2 dimensions pour caractériser les cultures d'un pays. Alors, à la verticale, l'individualisme. À l'horizontale, l'aversion à l'incertitude. Alors, l'individualisme, c'est caractérisé par, quand on est très en haut, là, sur l'individualisme, il y a une recherche, on privilégie très fortement la liberté, le temps personnel et les challenges. Donc, on aime bien ça. De l'autre côté, quand on est plutôt en bas, on préfère être bien formé, les conditions de vie et de travail, l'utilisation des compétences par le groupe. Donc, il y a vraiment une recherche en haut, on privilégie l'individu, en bas, on privilégie le groupe. Donc ça, c'est vraiment deux aspects assez importants. Donc en haut, on est vraiment dans les valeurs de liberté, universaliste aussi. On pense au bien-être personnel, à l'autonomie. La science est importante parce que c'est la science qui apporte la liberté. L'économie aussi est un élément important. On est pour la compétition, on aime le challenge, on aime la compétition parce que ça permet de se réaliser et d'avoir du bien-être. De l'autre côté, en bas, on est plus dans les modes autoritaires. Donc, ce qui est important, c'est la loyauté au groupe. Donc, par contre, ceux qui sont à l'extérieur du groupe, on ne les connaît pas. Donc, c'est vraiment là un peu fermé sur son groupe. Les relations comptent plus que les tâches et l'économie est souvent dominée par l'État. Alors, ce qui est intéressant de voir sur cette dimension-là, c'est que quand on regarde en bas, eh bien, on a quand même eu des confinements assez rapides et assez forts, avec assez peu de morts, mine de rien, quand on regarde, je crois, de mémoire, on est à 3 morts pour 1 million d'habitants, je crois, dans ces parties-là, je vérifie. Et par contre, en haut, on voit bien que le confinement a été beaucoup plus compliqué. C'est quelque chose qu'il a fallu négocier, voire même qui n'a pas été admis pour le Danemark et la Suède, il n'y a pas eu de confinement. Parce que c'est une atteinte à la liberté. C'est une atteinte à l'individu. Là où en bas, la question ne s'est pas posée un instant, quand on voit le président sud-coréen qui dit « mais nous y sommes arrivés, nous allons contrôler cette épidémie par le collectif ». C'est un effort du groupe. Et ça, il l'affirme assez fort. Et c'est vraiment intéressant de voir ces différences de réaction qui sont vraiment à des opposés. Les Chinois nous prennent pour des fous, prennent les Occidentaux pour des fous en disant « mais on ne comprend pas vos réactions ». Là où on voit bien qu'eux, ils sont dans la protection par le groupe. Le groupe, on s'occupe de la survie du groupe et on doit tous respecter les mêmes règles pour protéger le groupe. Donc, c'est un élément notable et on voit bien en quoi nos idéaux, nos façons de percevoir les choses vont influencer nos décisions et nos réactions collectives. Alors, il y a la même chose, on peut faire la même chose sur les entreprises, alors sur d'autres dimensions, mais on peut mesurer des choses équivalentes face à l'innovation, face au changement et en fonction des business aussi sur lesquels on joue. Il y a des cultures d'entreprise qui sont importantes. Alors là, je vous ai montré l'individualisme, donc ça, c'est la première dimension. L'autre dimension qui est la relation à l'incertitude, l'aversion à l'incertitude, là, c'est plus lié du coup à la façon de ressentir les changements. Donc, quand on est ici en haut, à droite, on est très averse à l'incertitude. Très, très averse à l'incertitude. Donc là, on aime bien les règles. Il faut que les choses soient planifiées. Et quand il y a un changement, c'est très anxiogène. Alors qu'à gauche, les gens acceptent mieux le changement, acceptent mieux les situations ambiguës et les choses non structurées. Donc là aussi, on voit des réactions très différentes selon les pays et par rapport aux aspects de transformation, c'est des éléments assez notables. Ça va être des éléments assez notables pour la transformation et faire face à la situation incertaine que l'on connaît. Alors, autre chose, un indicateur aussi intéressant. Alors, sur l'individualisme, je vous ai dit, les pays en bas, il y a peu de morts, mine de rien, si on ramène à la population. En haut, il y a beaucoup plus de morts ramenés à la population. Et à l'horizontale, on observe autre chose, c'est que
à droite, sur les pays qui ne supportent pas l'incertitude, eh bien, on a beaucoup de lits d'hôpitaux, alors qu'à gauche, on a peu de lits d'hôpitaux. Alors, je n'ai plus les chiffres, je regarde si je les ai dans mes petites notes. Oui, à Singapour, par exemple, on a 2 lits par millier d'habitants, alors qu'au Japon, on a 14 lits par millier d'habitants. Et c'est vraiment, enfin, il y a vraiment une corrélation assez forte. Et on voit, vous voyez, comment on configure les choses en fonction de notre culture, en fonction de nos valeurs et de nos idéaux. Alors, je crois que ça illustre aussi une chose, et ça rejoint un peu ce que disait l'amiral Lajoux à la conférence il y a 3 semaines, c'est que vraiment, il va y avoir un travail sur l'individualisme, le côté individuel et collectif. On est ramené quelque part à se poser la question de, eh bien, on sent bien, il y a une demande aujourd'hui de solidarité, donc, qui sont des valeurs beaucoup plus collectives, de solidarité, d'entraide, comment dire, de démarches collectives pour, donc on voit autour des mairies, autour des entreprises, où on va de loyauté. Donc j'entendais il n'y a pas très longtemps que les entreprises qui s'en sortaient le mieux dans la crise actuelle, c'est celles qui avaient des employés loyaux. Donc là encore, c'est plutôt des valeurs collectives. Et donc, quelque part, cette crise, elle nous oblige à nous poser des questions sur nos valeurs. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut reprendre les valeurs de la Chine et les appliquer chez nous. Tout n'est pas à apprendre, mais il y a des questions à se poser à comment on trouve cet équilibre, entre liberté individuelle et responsabilité et dans la collectivité, responsabilité par rapport à la collectivité. Et ça, c'est des éléments notables qui va, enfin, à mon sens, que l'on va devoir traiter collectivement, que ce soit au niveau d'une société, voilà, c'est un vaste projet, mais même au niveau d'une équipe ou au niveau d'une entreprise, il y a des questions de cet ordre-là à se poser sur comment on maintient la cohésion pour faire face à cette crise et protéger tout le monde. Donc, il y a pas mal de choses là-dessus sur comment on intègre ces aspects collectifs. Alors, ça peut s'intégrer par l'autorité, mais c'est pas, là, ça serait un peu une régression. Mais ça peut s'intégrer aussi par des valeurs nouvelles et des valeurs que l'on intègre, que chaque individu intègre dans le groupe. Donc voilà, ça c'était le dernier point que je voulais mettre en lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi qu'à mesure, la culture, on dit souvent que dans les entreprises, voilà, la culture, c'est quelque chose qui est abstrait déjà, souvent, et puis comment dire, on n'arrive pas très bien à manipuler, mais il existe des outils qui permettent quand même de la caractériser et de comprendre notre fonctionnement, et puis de se poser des questions sur est-ce que notre fonctionnement, notre culture est adaptée à l'environnement. Donc, c'est pas quelque chose, on peut pas, ça ne se change pas complètement, on ne peut pas tout changer, mais déjà d'en prendre conscience, on peut faire des choses, on peut faire évoluer des choses, et c'est ce que j'ai fait dans les différents projets que je vous ai présentés. Alors, aujourd'hui, voilà, on est dans la même situation, hein, une autre échelle, hein, quelque part, par rapport à un projet d'innovation, il va falloir inventer ce monde d'après, il va falloir se transformer pour s'y adapter. Et donc, on va devoir passer toutes ces phases et on passera, à mon avis, toutes ces phases de simplification, projection et marchandage. On va les passer certainement plusieurs fois pour différents sujets pour arriver à s'ouvrir à de nouvelles solutions qu'on n'imagine pas. Je pense que l'économie qu'on va avoir, notre système économique est fortement remis en cause et on aura certainement à trouver de nouvelles façons d'échanger et de partager les biens, de même sur les aspects sociaux, de même sur plein d'aspects. Et aussi dans l'entreprise, il y aura à changer pas mal de choses et donc toujours en partant des valeurs et notre façon de percevoir, de se coordonner et de se fixer des objectifs. Donc ça, c'est un point notable où ces façons de faire l'innovation peuvent être transposées dans la situation actuelle pour faire face à la situation de crise actuelle. Et donc, en synthèse, pour terminer, donc, ce qui est important, c'est les représentations implicites, vraiment dépasser juste ce qui est visible. Dans ce que je vous ai montré, on voit bien qu'il y a des choses qui sont dans nos têtes. Hein, cette trajectoire vers le monde d'après,
c'est pas tant une trajectoire vers l'extérieur qu'une trajectoire interne sur nos représentations, nos croyances, nos valeurs. Et donc, pour ça, il faut créer les conditions de sortir de la boîte, c'est-à-dire sortir de nos croyances actuelles et faire en sorte que le groupe accepte qu'on aille voir d'autres croyances, d'autres façons de penser. Changer le sens des choses, donc, et trouver un sens qui soit plus adapté à la situation actuelle. Et puis abandonner un peu nos utopies pour arriver à accepter d'autres façons de faire. On voit bien que ce sera le pragmatisme aussi qui va amener à trouver des solutions. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Jérôme. Écoute, je vais te poser une des questions d'ailleurs qui a été posée plutôt à la fin. Et pour rester sur ce que tu évoquais en termes de culture, qui est effectivement, tu parlais d'individualisme, de discipline et autres. Est-ce que, alors une chose c'est la gestion actuelle de la crise, l'autre est effectivement la relance derrière, la relance économique. Est-ce que justement de cette différence de culture, on peut imaginer donc effectivement des pays vont réagir de manière différente en fonction justement de leur culture? Et est-ce que là-dessus, question donc posée, est-ce que l'Europe en particulier, alors on voit d'ailleurs qu'au sein de l'Europe, les pays ne sont pas tous dans les mêmes zones de ton organigramme. Est-ce que tu vois ça comme une force de l'Europe vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de l'Amérique? C'est difficile à répondre. Moi, je ne suis pas un expert de la géopolitique. Ce que je vois, c'est que en Europe, on a une multitude de cultures. Alors, ça peut être une faiblesse, c'est difficile à se mettre d'accord, on ne se comprend pas forcément, et on voit les réactions des différents pays, des fois où si on regarde un peu les cultures des différents pays, on se dit mais ils ne peuvent pas se comprendre, ils ne sont pas branchés sur la même longueur d'onde, donc ça c'est compliqué, c'est l'inconvénient de la différence de culture, là où un pays comme les États-Unis, ils sont tous à peu près, il y a des petites différences entre l'Est et l'Ouest, mais dans les grandes lignes, ils sont à peu près câblés de la même manière. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous pénalise. Mais en même temps, c'est aussi une richesse. Donc c'est à nous de voir si on arrivera à mettre cette richesse. Donc je pense que ça va être dur, hein, parce qu'il faut arriver à accepter ces différences. Et puis on a tous un passé important. Mais je pense que cette richesse peut nous apporter beaucoup. Ouais. Peut-être en complément, vous avez parlé, là, toujours pour rester sur la fin de l'intervention, vous avez parlé de sciences, d'économie. D'après votre expérience donc, des projets d'innovation, quelles innovations verrons-nous apparaître dans l'économie mondiale ou européenne, voire locale? Et comme le pose Jacques Milsan, y a-t-il une carte à jouer pour l'Europe? Est-ce qu'il y a une carte? Alors, il y a deux questions. Je vois deux questions. Qu'est-ce qui va se passer dans l'économie? Alors, d'abord, je ne suis pas économiste non plus. Hein. Ce que je vois plutôt, donc là, je vous apporte plutôt un regard par rapport à la culture, et, aux évolutions de culture qui, à mon avis, vont devoir arriver. Je pense qu'on va aller vers quelque chose où les valeurs collectives sont plus importantes. Donc, on va voir, et d'ailleurs, c'était déjà le cas, on en parlait déjà beaucoup avant la crise, d'économie circulaire, d'économie aussi de partage. Donc on voit bien que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir ces valeurs collectives vont être plus importantes. Et ça rejoint d'ailleurs un effet de balancier entre l'individuel et le collectif. On est peut-être allé trop loin sur l'individuel où on a tiré... même sur l'innovation, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est quand même une démarche très individualiste. Et là, on va peut-être amener sur un entrepreneuriat peut-être plus collectif, on va créer des projets plus collectifs, des façons de vivre aussi peut-être plus collectives aussi. Hein. Donc, on peut imaginer plein de choses, hein. Des coopérations, des coopératives, pardon. Là, on peut imaginer plein de choses. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse encore imaginer aujourd'hui parce que ça va se faire dans le temps. Ça, c'est ce que je pense, même sur l'économie ou comment dire, nos façons de vivre. Après, sur l'Europe, je n'ai pas trop d'avis. Une carte à jouer, oui, on a une carte à jouer. Après, on est peut-être déjà en train de la jouer. Enfin,
je suis pas là, je suis pas assez, je suis pas enfin, je fais pas un géopolitique. La difficulté, encore une fois, dans l'Europe, c'est d'arriver à faire avec toutes ces cultures. C'est mon angle, mon analyse, c'est arriver à dépasser un peu. Vous voyez, l'Europe avant la crise était déjà dans une transformation quelque part. Et il y avait déjà, c'est une transformation. On était tout seul, on se gouvernait tout seul, et puis tout d'un coup, ben, on doit faire avec les autres. Euh, Ça, c'est une transformation importante. On était déjà dans le processus que j'évoquais tout à l'heure de simplification. Je pense qu'on a déjà dépassé ce stade, mais on est encore un peu dans les projections. Quand on dit les Allemands, ils font comme si c'est pas bien, les Anglais, c'est comme si c'est comme ça. On se met pas trop à la place, on se met pas toujours à la place de l'autre, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Hein, mais donc on est dans ce processus de transformation. Après, par rapport aux Chinois, aux Américains, là, enfin, j'aurais du mal à faire des pronostics. Voilà. Je peux poser une petite question? Oui. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faille comprendre que finalement cette modélisation de l'irritant, l'enjeu, un nouveau design, de l'ouverture, de l'expérimentation et du développement pourrait s'appliquer à une situation comme celle qu'on est en train de vivre? Alors, je pense qu'on peut lire des choses. Ce que j'ai fait, hein, c'est donner une lecture de l'actualité par rapport aux aspects de culture. Oui, après, je pense que cette modélisation, enfin, les différentes phases, ça marche très bien dans une entreprise. Et les entreprises vont passer sont dans une phase aussi d'incertitude. Là, on relance l'économie, donc il y a plein d'entreprises qui se remettent à produire. Est-ce qu'elles vont réussir à vendre? Ça, c'est la question. Est-ce que le marché sera là? Donc, il y a aussi ces questions-là. Est-ce que les gens ne vont pas attendre d'autres produits? Et donc, pour ça, pour toutes ces questions-là, eh bien, on va repasser par les phases que j'ai évoquées, c'est-à-dire quel est le problème? Et donc, il va falloir s'ouvrir et dépasser nos simplifications. Il va falloir après s'ouvrir à d'autres solutions et puis expérimenter et déployer. Typiquement, enfin, je pense que les domaines de l'automobile et de l'aéronautique, bon, il y avait déjà des sujets avant, et là, ils vont être accélérés. Donc, on va vraiment, si avant, on se disait, tiens, c'est une hypothèse, mais on le fait de côté, et là, je pense que ça va devenir, le plan B va devenir le plan A, quelque part. Hein, l'économie circulaire, avec plus de respect pour l'environnement, ça va devenir des sujets plus importants maintenant. Donc oui, pour une entreprise, oui. Après, au niveau d'une société, ça serait, oui, on peut lire des choses, mais c'est plus copieux. Petite question, si on revient plus au niveau des entreprises, on voit depuis quelques temps se développer les incubateurs sur la station F ou ce genre de choses, avec d'un côté ces petites startups et de l'autre des gros groupes dans lesquels entre autres tu as été. Même s'il y a déjà quelques synergies ou autres, j'imagine que ta position c'est ce genre de choses qui devraient se démultiplier, se faire encore plus pour d'un côté l'agilité, pour reprendre le mot à la mode, de ces petites structures puissent aider certains groupes à innover encore plus vite. Ouais, après, enfin, mon avis, moi, il faut les deux. Hein. Il faut les deux. Enfin, de toute façon, les grands groupes sont là. Il y a besoin des grands groupes. Ils investissent fortement. Après, tout est une question d'équilibre. Hein. Tout ne peut pas être fait par des startups non plus. Hein. Enfin, c'est un élément important. Tout ne peut pas être fait par les startups. Tout à l'heure, quand j'évoquais là dans mes slides sur l'individualisme, dans l'aversion à l'incertitude, donc on a l'impression comme ça que les gens qui sont peu averses à l'incertitude innovent plus. C'est pas vrai. Les gens qui sont averses à l'incertitude innovent aussi, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que on se rend compte que les pays voilà, comme la France, l'Allemagne, on développe assez bien des technologies. On est bon pour développer des technologies, alors que des pays comme les anglo-saxons, qui eux font enfin les anglo-saxons, donc les États-Unis, qui font beaucoup de startups, vont faire plutôt des coups très rapides. Et donc ils vont être très agiles pour avoir un esprit très stratégique, mais ils ne vont pas avoir forcément une perspective très long terme. Donc on voit que c'est un équilibre à trouver entre la startup et du grand groupe. Donc il y a
certainement, d'ailleurs, les startups qui grossissent, au bout d'un moment, sont obligées de se structurer, de se rigidifier un petit peu aussi, hein, même si certaines arrivent à garder suffisamment de souplesse. Donc, voilà, c'est un équilibre. Une question de Lila, je sais, qui dit vous dites que le gouvernement par l'autorité serait une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui. L'autorité semble bien fonctionner, confèrent les pays occidentaux, c'est sa question. Les Occidentaux n'y gagnent rien. Et si oui, quel serait-il? Je n'ai pas entendu le début de la question, François, excusez-moi. Parce que c'était brouillé, je suis désolé. Pardon. Oui, Lila disait dit que le gouvernement par l'autorité, d'après ce que vous disiez, bien sûr, ce serait en quelque sorte pour nous une façon de régresser. Pourtant, on constate aujourd'hui que dans la situation de Covid, eh bien, les pays autoritaires s'en sortiraient. Alors, les chiffres ne sont peut-être pas tout à fait exacts, mais s'en sortiraient peut-être mieux que les pays plus libéraux. Aujourd'hui, quelle recette les Occidentaux pourraient-ils prendre et s'appliquer à eux-mêmes en termes d'autorité pour progresser justement dans cette voie? Alors, là-dessus, il faut très modestement, hein. La question est plutôt un équilibre. On peut avoir une culture collective avec de l'autorité. Oui, certains pays, voilà, c'est une façon de faire du collectif. Il y a une autorité qui, d'ailleurs, en France, on est assez adepte aussi de l'autorité, hein, mais même si on est assez libéral. Mais donc, c'est une façon d'être collectif. Les Suédois ont une culture assez collective aussi, mais plus parce qu'ils intègrent, chaque individu intègre en lui que ce qui est le plus important, plus que son intérêt propre, c'est la relation à l'autre. Et à partir de là, du coup, eh bien, en gardant quand même de la liberté, eh bien, on a des valeurs collectives. Et d'ailleurs, au passage, hein, bon, il y a pas mal de morts en Suède, mais moins qu'en France. Donc, ils n'ont pas fait de confinement. Mais si on ramène à la taille de la population, ils ont été moins touchés que nous. Donc, on voit que quand je parle de se poser des questions sur les valeurs collectives, oui, l'autoritarisme est une façon d'amener des valeurs collectives. Mais il y a d'autres façons de faire. Et donc ça, je pense que les pays nordiques peuvent être inspirants pour ça. Et puis, je pense qu'il y a inventé des choses nouvelles aussi, hein. Je ne sais pas s'il y a des questions vu l'heure, on va probablement clôturer. Une logique de confiance, comme dit Anne Courtois là, sur le chat. Oui. Moi, j'ai bien aimé simplement une première question là, posée au tout début par Bertrand de Brosse sur l'innovation. Il disait que vous mentionniez au tout début, bien sûr, les innovations techniques, hein, les drones, etc. Donc, des innovations de moyens ou de solutions à des problèmes qui sont relativement classiques. Mais Oui. aujourd'hui, l'ennemi, on l'a vu, on le sait, c'est un virus tout minuscule. C'est aussi d'ailleurs les migrations démographiques non maîtrisées. Et sa question un peu maligne, c'est un peu taquine même aussi, c'est: peut-on être innovant et comment pour penser ces problèmes avant d'avoir à les résoudre? Penser ces problèmes avant d'avoir à les résoudre. On ne pourrait pas être innovant dans la façon d'anticiper ces problèmes. Ah, je pense que, le problème de l'incertitude, c'est que souvent, c'est des choses qu'on n'arrive pas à planifier. Donc après, et l'anticipation, c'est un autre sujet. C'est-à-dire l'anticipation, c'est se donner les moyens de réagir à quelque chose qu'on ne connaît pas, a priori. Donc, c'est là où je pense qu'il y a besoin, je ne sais pas si c'est être innovant, mais peut-être revenir à une certaine prudence pour se dire, une certaine prudence et une certaine façon de faire pour se protéger de ce qui peut nous arriver demain. Donc là, l'innovation par rapport au coronavirus, il y a plein d'innovations possibles, hein, des innovations. Enfin, on voit que ce qui marche aussi, c'est des choses assez simples, hein, aujourd'hui, hein, quand même. Hein, le port du masque, le lavage des mains,
c'est pas très technologique, hein. Néanmoins, on voit que c'est pas si simple que ça. Donc après, innover sur comment penser ce problème-là. Encore une fois, il faut sortir un peu de nos schémas, parce que ce que ça fait apparaître, c'est on a porté la liberté à un point quand même assez loin, où on se pose des questions, même dire aux gens, tiens, il faut que vous portiez le masque, ça a l'air c'est quand même pas simple, hein, dans nos sociétés. C'est quand même pas simple, hein. Là où ailleurs, ça se discute pas. Alors c'est sûr que c'est l'autorité, mais c'est là où il y aurait peut-être des questions à se poser sur nos valeurs et notre façon de percevoir le problème. Ça rejoint peut-être la question sur l'innovation, sur la façon d'analyser le problème. Bruno, Merci. Est-ce que je peux poser une question? Ouais, Stéphane, je crois reconnaître ta voix, vas-y. Ouais. Ce sera la dernière, après on va clôturer vu l'heure. Bonsoir à tous, merci pour cet exposé. Très simplement, Jérôme, je suis un tout petit peu surpris sur deux choses. Un, moi je pense que c'est le sens des choses au sens état du terme, enfin macro à minima, qui permet aux individus, aux communautés de pouvoir avancer, aux organisations. Et je pense que ça lève quand même pas mal de barrières, hein. J'ai pu le constater en entreprise et même à d'autres niveaux, quand il y a un sens clair, parce que ça permet pardon pour le terme, hein, mais d'aspirer tout le monde. Il y a un côté aspirationnel. Et du coup, je vais être un peu provoque dans la chose, mais on se regarde un peu moins le nombril et on a un peu moins de blocage, de freins, de choses du quotidien. Je serais tenté de dire quand il y a un sens plus fort et qui donne d'ailleurs du coup du sens aussi à tout le collectif. Et qui permet aux individualistes de se dire, ou en tout cas on les aide à le comprendre, qu'ils atteindront grâce à ce collectif des objectifs qu'ils ne pourraient pas atteindre seuls. Donc il y a quelque chose, je trouve, de très important au niveau du sens. Et je ne sais pas si on en tient toujours suffisamment compte, alors que ça me semble juste essentiel, ça me semble être le socle. Après avoir fait un audit, un état des lieux de la structure, l'organisation du pays, de la société, enfin bref, de l'entité qu'on étudie, je pense très sincèrement que c'est le sens qui doit arriver tout de suite après. Et c'est quelque chose qui est assez peu projeté, me semble-t-il. Et puis, le deuxième point, c'est par rapport à tout ce qui est incertitude et innovation. Ce couple, et vous n'êtes pas le seul, hein, Charles, lors d'une webconf précédente, avait eu un petit peu ce propos, l'amiral aussi. Il y a toujours un côté un peu couple, innovation, incertitude. Et je me permets, hein, mais je ne sais pas si c'est vraiment complètement le regard que j'ai envie de porter sur les choses, parce que je pense que quand on est au contact de son écosystème, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un État, on réduit l'incertitude par rapport à ça, parce qu'on est au contact de tous les acteurs. Et l'innovation en tant que telle n'est pas une fin en soi. L'innovation, c'est quand on doit dépasser une situation, mais pour la dépasser, il faut déjà être au contact, il faut déjà avoir un bon audit, être au contact de toutes les composantes de son écosystème. Je prends un exemple, les révolutions arabes. Tous les appareils diplomatiques européens ont fait un mea culpa en disant effectivement on n'était pas suffisamment au contact des oppositions. Je ne dis pas que c'est facile après, hein, c'est toujours facile de l'analyser a posteriori et j'ai absolument aucune compétence dans la chose, mais l'analyse je l'avais trouvé intéressante. Ils avaient considéré qu'ils avaient été juste uniquement au contact des gouvernements en place et pas suffisamment des oppositions en place. Donc en fait, ils n'avaient pas pris en compte tous les acteurs de l'écosystème. Et du coup, ils n'avaient pas vu ce mouvement arriver. Alors, je ne dis pas que c'est faisable pour le Covid, je ne dis pas que ça se fait dans tous les cas de figure, mais pour une entreprise, moi, j'ai constaté qu'il y avait eu des ruptures, des freins, des vrais blocages, parce qu'en fait, ils n'avaient pas suffisamment pris en compte tout l'écosystème. L'écosystème qui, selon moi, comporte aussi les salariés, hein, qui, eux, sont au contact justement de l'extérieur. Les commerciaux, les techniciens, enfin tous ceux qui sont en contact ne sont pas suffisamment sollicités, je trouve, non plus. Et ça permet, comme la nature, comme des racines d'un arbre, de pouvoir être vraiment au contact de tout. Et du coup, je fais le lien avec l'incertitude, c'est que du coup, il y a quasiment plus d'incertitude. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais comme on avance progressivement et toujours au contact de tout cet écosystème, il n'y a pas de grande rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez des racines au bord d'un précipice, ça ne se jette pas dans le vide.
ça épouse au fur et à mesure le relief. Je vois très bien. Pour répondre à votre question, enfin vos deux questions, je vois deux questions. La question du sens, donc je partage complètement, je l'ai évoqué précédemment, hein. Le sens est un élément important. Il faut comprendre que le sens, il se fait au regard, c'est quelque part, le sens, ça se fait par rapport à des représentations. On partage des représentations et c'est la façon dont on lit la réalité au travers de ces représentations. Et les représentations comptent plus que la réalité, hein. Donc, le sens, c'est bien lié à ces représentations. Et donc, ce que je dis, c'est parfois, enfin même souvent, quand on doit se transformer et quand on doit faire des projets d'innovation, il faut changer le sens. Il faut donner un nouveau sens aux choses. Et vous voyez, j'avais pris l'exemple de l'ingénieur. L'ingénieur qui est habitué à faire du contrôle, eh bien, il faut l'amener à dire tu ne fais plus du contrôle, tu fais du conseil. Et donc, c'est quoi un ingénieur? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas celui qui garantit que ça va marcher. C'est celui qui apporte une compétence technique. Et alors, c'est un petit exemple là, mais ça touche à plein de choses. Ça touche aussi au sens comment dire, de ce qui est dans notre environnement. On peut percevoir les choses de plein de façons différentes et le sens, il est là-dedans. Et donc, c'est là où les représentations que l'on a des choses sont très importantes, c'est elles qui donnent le sens. Et c'est pour ça qu'il est important comment dire, d'y travailler, hein, en particulier pour faire face aux projections, parce qu'on a tendance à projeter et si on ne donne pas, retirer ces projections, c'est changer le sens des choses, hein. Ça, c'est le premier point. Et aller au contact, vous avez tout à fait raison. Il faut aller au contact. Et ça, il faut encore, quelque part, que le groupe l'autorise. Parce que combien d'équipes commerciales aussi disent « Oh là, attention, là, les clients, ils veulent pas ça, ils veulent autre chose. » Mais derrière, la prod et la production et les ingénieurs, etc., ne savent pas faire autre chose que ce qu'on fait déjà et donc ne vont pas changer pour satisfaire le client. Ça arrive dans plein d'entreprises. Et donc, c'est bien là, dans le premier blocage que j'ai évoqué, sur la simplification, c'est de dire, au fond, le client, on sait ce qu'il veut, et d'ailleurs, on sait mieux que ce qu'il veut, et on va faire ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, et effectivement, donc il faut aller au contact, mais pour aller au contact, il y a besoin que l'organisation, quelque part, l'accepte et l'entende. Et c'est un aspect collectif important. On voit bien, enfin, dans les entreprises, on voit aussi qu'il y a des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances qui sont plus ou moins ouverts à ce changement. Je donne des cours aussi sur les sujets de culture. Je prends souvent l'exemple de Kodak. Kodak est quand même l'inventeur de l'appareil photo numérique, hein. Donc, ils étaient au contact, hein, pour le coup, hein. Ils étaient au contact de l'innovation qui allait les disrupter, hein. Et ben, pour autant, ils ne l'ont pas vu. Et donc, c'est bien parce qu'ils étaient enfermés dans leur succès, dans leurs croyances, et qu'ils n'ont pas vu. Et voilà. Donc oui, pour terminer, il faut vraiment faire attention à ces représentations, implicites qui nous conditionnent beaucoup en fait, hein, et réfléchir. Et donc la confrontation avec l'extérieur est un moyen aussi d'en prendre conscience et de pouvoir faire avec. Merci pour cette réponse sur les ingénieurs. On prend cet exemple-là. Je pense que je suis ingénieur. Hein. Oui, non, mais là, il y a aucun. C'est très factuel. Je pense, eux ou d'autres, d'ailleurs, je pense que vous évoquez en fait, la question des rôles et responsabilités et de la répartition de ces rôles et responsabilités, en fait. Donc là, vous évoquez en fait une question de gouvernance derrière, pour qu'elle soit la plus opérationnelle possible. Oui. Parce que si on pose sur un type, que ce soit ingénieur ou autre, hein, mais un type ou une strate ou un pays, ou enfin bref, en tout cas une seule entité, forcément on n'est plus au contact. Il y a une mauvaise répartition des rôles et responsabilités. Complètement. Me semble-t-il. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, je pense qu'on va clôturer là. Alors, je ne sais pas si Christophe qui a eu des problèmes de connexion. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Bon. Est-ce que vous m'entendez là? Tu m'entends? Ah, bah ouais. Voilà, s'il est là. Super. Ouais. J'ai récupéré la connexion. Non, mais je ne sais plus tout suivre, hein. J'ai repris le téléphone à la place du PC. J'ai mis toutes les solutions. Voilà, il y avait peut-être encore des questions. On va te laisser conclure, Christophe. Oui. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. Merci beaucoup pour ce sujet. On a vraiment compris, je pense, ce soir que il fallait savoir s'ouvrir sur l'extérieur
surtout ne pas rester enfermé dans ces utopies et mieux affronter l'incertitude qui nous guette. Donc, j'ai envie de faire un petit peu le parallèle avec le réseau Dino. Au réseau Dino, on est conscient de ces risques et si on se réunit, si on forme cette communauté, c'est parce que justement, on veut partager nos expériences, nos parcours professionnels et ne pas rester enfermé dans nos propres certitudes. Et c'est ce qui fait la richesse de notre association. Donc, je pense qu'on en est tout conscient, en toute humilité, c'est ce qu'on essaie de faire au travers des différentes thématiques, au travers de cette conférence comme ce soir. Donc, merci encore de nous avoir confortés dans ces messages-là, mais surtout pas non plus rester sur nos certitudes. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, merci de nous avoir donné ce bel éclairage. Merci à vous tous d'avoir été présents avec nous ce soir. On vous donnera un autre rendez-vous en juin. Vous avez eu un rendez-vous avec nous fin avril. Vous en avez eu là aujourd'hui au mois de mai. Vous en aurez un autre au mois de juin qui est en train de se conclure, de se finaliser. Je ne peux pas vous en dire plus, mais plusieurs personnes ici du réseau Dino sont à l'œuvre pour créer une nouvelle soirée ouverte à l'extérieur. On vous invitera évidemment sur les réseaux sociaux, sur notre site internet et puis via les contacts privilégiés que chacun a pu nouer avec les uns et avec les autres. C'est le cœur aussi du networking qu'on pratique tous ensemble ici. Donc, merci encore à tous et on vous souhaite une très très belle soirée. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. À vous. Merci.